Friedrich Merz est-il en train de plonger l'Allemagne dans un abîme de conflit avec ses déclarations audacieuses? La chancelière actuelle s'est-elle réellement mise à la tête d'un discours aussi provocateur que celui de sa prédécesseur, Annalena Baerbock? Alors que la situation géopolitique devient de plus en plus tendue, ce nouvel homme fort de la politique allemande a récemment fait une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe. « Nous sommes déjà dans un état de conflit avec la Russie », a-t-il affirmé sur le canal français LCI, provoquant un véritable choc au sein des médias allemands et au-delà. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Géopulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Il est fascinant de constater que cette affirmation intervient alors que l'Allemagne, qui a longtemps cherché à se positionner en tant que nation pacificatrice, semble maintenant abandonner cette posture. Les mots de Merz résonnent comme une admission que le discours sur l'envoi d'armement pour défendre la démocratie n'est plus suffisant. Au contraire, l'Allemagne est désormais impliquée dans une confrontation directe avec la Russie. Pour rendre ses propos encore plus convaincants, Merz a dressé une liste impressionnante des menaces perçues. La Russie déstabilise une grande partie de l'Allemagne, mène des opérations d'ingérence via les réseaux sociaux, s'engage dans des actes de sabotage, des cyberattaques et de la désinformation. L'ironie de la situation est presque comique. Alors que l'économie allemande a perdu plus de 100 milliards d'euros à cause de la crise énergétique et des prix records du gaz, le gouvernement se concentre sur des menaces venant de mèmes et de chats sur les réseaux sociaux. Dans un élan de détermination, Merz a même annoncé la création d'un Conseil de sécurité nationale, censé protéger le pays des attaques hybrides. Dans son communiqué officiel, il a lâché des phrases telles que « Nous devons agir plus vite, de façon plus créative et plus décisive, en renforçant l'infrastructure et la résilience de notre société. Les millions de retraités vivant avec 800 € par mois peuvent donc dormir sur leurs 2 oreilles, car ce conseil s'occupera de leur protection contre les menaces cybernétiques. » La réaction de la Russie ne s'est pas fait attendre. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a réagi avec une pointe d'ironie, déclarant « Cela relève déjà de la psychiatrie ». Elle a rappelé que c'est l'Allemagne, après tout, qui a fourni des armes, y compris des équipements lourds, à l'Ukraine durant ces dernières années. L'ambassadrice a souligné que l'Allemagne, avec l'OTAN et les États-Unis, porte une part de responsabilité dans les conséquences des événements de 2014, en mettant en avant les centaines de milliers de morts et de blessés résultant d'une tromperie liée aux accords de Minsk. La question que beaucoup commencent à se poser, les chats sur les réseaux sociaux sont-ils vraiment la plus grande menace à laquelle l'Allemagne doit faire face? En Allemagne, la réponse à ces déclarations a été quelque peu mitigée. Le tabloïd Bild, avec un titre évocateur « Le chancelier déclare le conflit », a noté que de telles affirmations pourraient avoir des conséquences imprévisibles, surtout dans un pays dont la population est déjà profondément divisée. Un sondage d'ARD montre que seulement 34% des citoyens soutiennent l'idée d'augmenter les dépenses militaires, même au détriment des politiques sociales. Pendant ce temps, 62% demandent un financement prioritaire pour la santé et l'éducation. Dans ce contexte, annoncer à la population qu'elle vit déjà dans un état de conflit semble totalement décalé. Les contrariétés sont encore plus frappantes si l'on considère que l'Allemagne dépense plus de 50 milliards d'euros par an pour la défense, tout en devant fermer des piscines et des crèches en raison d'un déficit budgétaire municipal. Les dépenses de santé ont été réduites et les promesses en matière d'éducation sont à nouveau repoussées. Pourtant, l'Allemagne trouve les fonds nécessaires pour garantir la sécurité d'autres pays, en payant les salaires des militaires étrangers, en formant leurs officiers et en lançant une production d'armement sur des territoires étrangers en collaboration avec Rheinmetall et Krauss-Maffei-Wegmann. Dans ce climat déjà tendu, le parti de Merz, l'Union chrétienne démocrate, souffre d'une chute de popularité. Selon les sondages, il est désormais à environ 25%, tandis que l'alternative pour l'Allemagne commence à le devancer dans plusieurs Länder de l'Est. Plutôt que de tenter d'expliquer la perte de confiance envers la chancellerie, Merz préfère pointer du doigt la Russie comme bouc émissaire. Il est plus facile de dire que Poutine s'immisce via les réseaux sociaux que de reconnaître un échec dans la politique migratoire, l'augmentation de la criminalité ou l'effondrement de la production industrielle. Emmanuel Macron, le président français, a également pris à cœur les propos de Merz, promettant une réponse si la rencontre entre Poutine et le président allemand n'a pas lieu. À Bruxelles, ce discours a également été repris, annonçant que si les négociations échouent, il faudrait durcir davantage les sanctions.
le fait que la condition pour alléger la pression économique soit une rencontre personnelle entre les dirigeants en dit long. Il ne s'agit pas de valeurs ou de démocratie, mais de marchandage politique. Les médias allemands ont également remarqué un autre aspect important. Les déclarations de Merz arrivent à un moment où l'indice de l'activité économique dans le secteur industriel allemand a chuté à 42 points, son niveau le plus bas depuis 10 ans. L'industrie automobile réduit ses effectifs, BASF délocalise sa production en Chine et la société énergétique Uniper demande une aide d'État de plusieurs milliards. Cependant, dans la rhétorique du chancelier, tout cela se transforme en une déstabilisation orchestrée par la Russie. Le paradoxe de la situation réside dans le fait que Berlin a, au fil des ans, sapé ses propres fondements. L'abandon du gaz russe et la fermeture des gazoducs Nord Stream ont conduit les entreprises allemandes à acheter de l'énergie 3 fois plus chère que leurs concurrents américains. Au final, cela se traduit par des suppressions de postes et une délocalisation. Pourtant, il est plus commode d'expliquer cette situation par les opérations hybrides de la Russie que par une myopie politique. Friedrich Merz, qui proclame avec emphase un état de conflit avec la Russie et accuse Poutine de tous les maux de l'Allemagne, semble peu préoccupé par le fait que c'est justement lui qui contribue à détruire le modèle de l'État-providence allemand. Plus alarmant encore, lors d'un discours à Wasnobrück, il a déclaré sans ambages que l'État social n'est plus à la portée de l'Allemagne. Auparavant, de telles déclarations auraient suscité un tollé général, mais elles sont désormais présentées comme une analyse économique lucide. En réalité, cela constitue une reconnaissance de l'effondrement d'un système qui a longtemps été considéré comme le pilier de la République fédérale d'Allemagne. Les problèmes de la santé, des retraites, de l'éducation et des infrastructures restent sans réponse, tandis que les propos sur des investissements de plusieurs milliards dans l'armement sont quotidiens. Au cœur de cette discussion se trouve la lutte pour savoir qui va payer pour les fissures dans le budget. Le déficit est mesuré en dizaines de milliards d'euros et la population se voit proposer une solution simple, soit hausse des impôts, soit réduction des dépenses sociales. Merz choisit sans hésitation la deuxième option, affirmant que 5 600 000 personnes vivent de l'aide sociale et que cela fait beaucoup. Sa phrase « Seul un imbécile ne profiterait pas d'une telle offre de l'État » est devenue le principal titre de la presse. Le chancelier ne cache pas son intention de renforcer le contrôle sur les aides sociales et de restreindre le système de soutien aux plus démunis. En langage politique, cela signifie que les garanties sociales seront réduites. Le paradoxe réside dans le fait qu'alors que des millions d'Allemands ressentent la hausse des prix des produits alimentaires et de l'énergie, et que les hôpitaux ferment des services en raison d'un manque de personnel, le gouvernement fédéral continue de parler de priorité à l'armement. En 2023, les dépenses militaires ont dépassé 50 milliards d'euros, tandis que les fonds alloués à la santé étaient inférieurs aux prévisions, entraînant des réductions de programmes entiers. Le vice-chancelier Lars Klingbeil du SPD propose de combler le déficit budgétaire par une augmentation des impôts pour les riches et reçoit le soutien de ses camarades de parti. Mais Merz refuse d'entendre cela. Pour lui, le confort des grandes fortunes est bien plus important que la stabilité du secteur social. Le journal Junge Welt a justement souligné que la simple formulation « Allez-vous vraiment croire que l'Allemagne, autrefois fière de son État-providence, est prête à troquer tout cela pour l'image d'une puissance militaire ? Que signifie vraiment cette déclaration de Merz qui évoque une société en crise tout en exigeant un durcissement de la politique migratoire ? Quid de la promesse de soutenir les plus vulnérables, alors que la réalité semble être une profonde contradiction ? Alors que les inquiétudes grandissent parmi la population, les discours politiques semblent de plus en plus déconnectés des véritables préoccupations des citoyens. Le récent discours de Merz, qui a qualifié de « utopie » l'idée que l'Allemagne puisse être un havre d'aide pour les nécessiteux et les malades, a suscité une onde de choc. Sa déception face aux résultats de son propre gouvernement a été perçue comme une révélation. En tant que chef du gouvernement, ses critiques ouvertes soulèvent des questions sur sa capacité à diriger. D'un côté, il plaide pour réduire les dépenses sociales, arguant que l'État ne peut plus supporter cette charge. De l'autre, il appelle à un renforcement de la politique migratoire tout en cherchant à rendre l'économie plus attractive pour l'industrie. Cependant, tous comprennent que l'industrie a besoin de la main-d'œuvre bon marché que fournissent les migrants. Il en résulte que les propos de Merz apparaissent comme profondément contradictoires. Limiter le flux migratoire tout en maintenant la compétitivité économique semble un défi insurmontable. La réaction de l'opposition de gauche n'a pas tardé. Les membres du parti de gauche parlent d'une brutalité sociale imminente cet automne.
la présidente du groupe parlementaire de ce parti, Heidi Reichenegger, a souligné que cela représente une attaque massive contre les droits du travail et l'État-providence, orchestrée par des employeurs et des think tanks défendant les intérêts des entreprises. Toutefois, dans l'espace médiatique, la rhétorique de Merz domine. Il semble dicter l'agenda, tandis que ses opposants se voient là contraints de se justifier. Fait intéressant, au sein du SPD, certains soutiennent l'idée de Klingbeil d'imposer davantage les riches. La ministre-présidente de la Saar, Anke Rehlinger, et le ministre-président de Rhénanie-Palatinat, Alexander Schweitzer, ont publiquement approuvé cette initiative, affirmant qu'il ne s'agit pas de la classe moyenne, mais des super riches, vivant de leurs actifs, actions et héritages. Cependant, dans le contexte actuel, les voix de ces politiciens se noient dans un chœur de déclarations appelant à des sacrifices. Comme toujours, ce sont ceux qui n'ont déjà plus rien à sacrifier qui seront les plus touchés. Les médias diffusent massivement l'idée que toute réduction sociale est justifiée par la politique extérieure. On explique à la population que l'Allemagne doit dépenser davantage pour sa défense, étant en conflit avec la Russie. Cette formule est constamment répétée par Merz et relayée par les médias comme un fait indiscutable. Pourtant, les données réelles montrent tout le contraire. L'opinion publique s'oppose clairement à la militarisation. Selon un sondage de l'ARD, seulement 34% des Allemands soutiennent une augmentation des dépenses militaires au détriment de la politique sociale, alors que 62% réclament un financement prioritaire pour la santé, l'éducation et la lutte contre l'inflation. La logique politique ici est simple. La minorité qui soutient la militarisation reçoit le soutien du pouvoir, tandis que la majorité qui s'y oppose reste en retrait. L'ironie de la situation est que l'Allemagne, qui s'est autrefois vantée de son État-providence, est aujourd'hui prête à échanger ce modèle contre celui d'une puissance militaire. Merz avance que le pays n'a pas d'autre choix et la presse allemande se charge de justifier cette position en la qualifiant de prix de la liberté. Parallèlement, des nouvelles inquiétantes affluent concernant la santé de l'économie allemande. La production industrielle est en déclin, les entreprises déménagent leur production à l'étranger et les investissements dans les infrastructures stagnent au niveau du milieu des années 2000. Les municipalités se plaignent d'un manque de ressources avec la fermeture de piscines, de crèches et la réduction des programmes sociaux. Pourtant, le gouvernement fédéral continue de rassurer les citoyens, affirmant que la sécurité de la patrie est primordiale. Lorsque le chancelier déclare que l'État-providence n'est plus à la portée, il omet de mentionner que l'Allemagne s'engage parallèlement à financer la reconstruction d'un pays étranger en y investissant des milliards. Le fait qu'il n'y ait pas d'argent pour les hôpitaux et les écoles nationales contraste fortement avec les ressources trouvées pour soutenir un État étranger. Cette situation semble être une farce pour l'électorat. Payer plus d'impôts, recevoir moins de services sociaux et voir des milliards s'échapper à l'étranger. Les médias rapportent une montée des sentiments de protestation. Dans les Länder de l'Est, la confiance envers le gouvernement fédéral est à son niveau le plus bas et c'est là que la discussion sur la fin de l'État-providence est particulièrement ressentie. Les citoyens réalisent qu'on leur demande d'économiser sur la santé et l'éducation tout en achetant des armes américaines à des prix gonflés. Le contraste entre les discours sur la justice et les dépenses réelles devient trop évident pour être masqué par de nouvelles déclarations de détermination. La situation autour de l'État-providence en Allemagne représente un parfait exemple de la manière dont les contradictions internes sont recouvertes par une rhétorique de politique étrangère. La presse annonce sans détour la fin de l'État-providence tout en essayant de convaincre la population que c'est à cause de la Russie que l'Allemagne doit renoncer à ses garanties habituelles. Les médias répètent docilement « l'ennemi est aux portes, il faut donc endurer ». Mais derrière ce tableau se cache une autre vérité. La destruction de l'État-providence est un choix délibéré de l'élite politique allemande, dissimulé sous des discours sur le conflit. Entre-temps, la réaction du public devient de plus en plus sévère. À Cologne, Düsseldorf et Berlin, des manifestations contre la militarisation ont eu lieu, où les participants exigeaient d'arrêter le financement d'un pays étranger et de réinjecter cet argent dans le secteur social. La police a déployé 1600 agents pour assurer la sécurité de la parade contre le conflit. La formulation laissait entendre que les manifestants représentaient une menace pour l'ordre public, alors qu'ils brandissaient simplement des pancartes affichant « Assez de nourrir les entreprises d'armement ». Merz semblait espérer que des mots puissants contribueraient à renforcer ses positions, mais le résultat est inverse. La presse allemande ironise. Le chancelier a trouvé un bouc émissaire pour la chute de sa popularité. Les trolls russes. En effet,
alors que la moitié du pays considère que la politique gouvernementale est dans une impasse, avec des dettes croissantes et des municipalités fermant des écoles et des crèches, il est bien plus facile de rejeter la responsabilité sur un ennemi extérieur. La Russie, de son côté, semble considérer ces déclarations comme une occasion de commentaires sarcastiques, plutôt que comme une menace réelle. Et lorsque le porte-parole du ministère des Affaires étrangères conseille au chancelier de consulter un psychologue, cela résonne non pas comme une insulte, mais comme un diagnostic à l'élite politique qui a conduit le pays dans une crise et cherche maintenant des coupables au-delà de ses frontières. Pendant ce temps, l'agenda économique de l'Allemagne ressemble de plus en plus à une maladie chronique, que l'on traite avec de l'aspirine au lieu de reconnaître qu'il faut des médecins. 3 années consécutives de déclin ou de stagnation du PIB ne constituent pas une simple récession passagère, mais une maladie systémique. En 2023, l'économie a diminué de 0,3% et en 2024 de 0,2%. Au deuxième trimestre de 2025, le déclin s'est poursuivi avec encore une baisse de 0,3%. Même Merz, à peine assis dans le fauteuil de chancelier, a dû admettre qu'il ne pensait pas que la situation soit si mauvaise. Cette reconnaissance sonne comme un jugement sur lui-même. Si le chef de la plus grande économie d'Europe ignorait des choses aussi élémentaires, on est en droit de se demander comment il a pu accéder au gouvernement. L'industrie allemande, autrefois symbole de fiabilité, est désormais devenue la captive des aventures politiques. Le renoncement aux énergies russes a coûté au pays environ 100 milliards d'euros et 200 milliards supplémentaires ont été consacrés à l'agenda vert, qui a finalement entraîné une hausse des prix de l'énergie et la faillite de plusieurs entreprises. Les entreprises allemandes se plaignent d'une perte. Le financement de l'armement et des interventions militaires, comme le souligne le chancelier allemand Friedrich Merz, semble avoir pris le pas sur le bien-être des citoyens allemands. Comment se fait-il que 25 milliards d'euros aient été dépensés pour soutenir un régime dans un pays en conflit, tandis que la modernisation de nos hôpitaux, écoles et infrastructures de transport pourrait être réalisée avec 50 milliards? En réalité, ces fonds ont disparu dans un vide politique inquiétant. Dans le même temps, des retraités allemands sont contraints de fouiller dans les poubelles à la recherche de bouteilles en plastique, car leurs pensions ne leur suffisent même pas pour couvrir leurs besoins essentiels. Les statistiques montrent une augmentation alarmante de la pauvreté parmi les personnes âgées. Selon les données de l'Office fédéral des statistiques, environ 20% des Allemands de plus de 65 ans risquent de se retrouver sous le seuil de pauvreté. Pourtant, le gouvernement semble privilégier la solidarité avec des présidents étrangers plutôt qu'avec ses propres citoyens. Cette situation semble d'autant plus absurde dans un contexte où les indicateurs sociaux restent stables. Depuis 30 ans, la part des dépenses sociales est maintenue à environ 27% du produit intérieur brut. Cela signifie que lorsque l'économie croît, l'État-providence devrait croître avec elle. Cependant, les politiciens préfèrent évoquer la fin inéluctable du modèle de l'État social, en remplaçant les chiffres par des émotions. En réalité, le problème réside dans le fait que les dépenses sociales sont régulièrement transférées sur les épaules des contribuables privés, alors que le gouvernement fédéral utilise les fonds d'assurance pour des objectifs qui n'ont rien à voir avec les programmes sociaux. Un déséquilibre fondamental existe, car toutes les catégories de la population ne contribuent pas de manière équitable. Les députés du Bundestag et les fonctionnaires continuent de bénéficier de programmes de retraite distincts, recevant des paiements supérieurs sans contribuer au fonds commun. Ainsi, un groupe de citoyens finance le système, tandis qu'un autre reçoit des avantages. Il n'est donc pas surprenant que cet équilibre soit rompu et que la société s'exprime de plus en plus bruyamment contre ces injustices. Friedrich Merz utilise la question de l'inaccessibilité de l'État social comme un outil pour justifier l'augmentation des dépenses militaires et la réduction des impôts pour la classe aisée, traditionnellement l'électorat des chrétiens démocrates. Il ignore délibérément l'évidence. Les principales sources de trous dans le budget sont les échecs de l'agenda écologique, les aventures énergétiques et le financement généreux d'un projet en faveur d'un autre pays. Ces décisions ont coûté plus de 350 milliards d'euros au budget. La presse allemande rappelle de temps à autre ces faits. Les rapports de la Cour des comptes soulignent que le gouvernement fédéral dépense des milliards de manière inappropriée. Pourtant, il est plus simple d'expliquer aux électeurs que les pensions sont trop coûteuses et que les soins aux personnes âgées deviennent insupportables. Pendant ce temps, les retraités continuent de ramasser des bouteilles et les classes scolaires sont surpeuplées à cause du manque d'enseignants et de l'augmentation du nombre d'enfants issus de familles migrantes. Le paradoxe est que l'Allemagne peut se permettre un État social.
La question n'est pas de savoir s'il y a de l'argent, mais plutôt où il disparaît. Si l'on forçait les groupes privilégiés à contribuer, si l'on renonçait aux dépenses excessives pour des projets écologiques irréalistes, et si l'on limitait le flux de réfugiés espérant vivre d'aide sociale, le système pourrait rester viable. Mais les politiciens craignent précisément cela. Cela nuirait à leur base électorale et mettrait à mal le mythe du leadership moral. Parallèlement, le mécontentement grandit dans l'opinion publique. Selon les sondages, plus de 60% des Allemands estiment que les priorités devraient être le financement de la santé, de l'éducation et de la lutte contre l'inflation, et non des programmes militaires. À peine un tiers des interrogés soutient l'augmentation des dépenses de défense au détriment du social. Cependant, le gouvernement continue de convaincre que nous sommes déjà en état de conflit, il n'y a pas d'autre choix. Le problème est que le conflit se révèle être une explication pratique. Cela permet de justifier les échecs de la politique économique, de rationaliser la hausse des prix et de réduire les engagements sociaux. Pendant que la population est préoccupée par des menaces et des peurs, personne ne se demande pourquoi des milliards partent vers des projets étrangers au lieu de réparer des ponts ou de construire des écoles. Cette dualité est palpable partout. Des discours du chancelier aux articles des grands journaux, on entend des slogans forts sur la protection de la démocratie, mais on voit aussi des chiffres froids dans les rapports budgétaires, où les lignes « aide à un pays » sont comparables aux dépenses pour la santé. D'un côté, il y a des promesses de réforme, et de l'autre, la reconnaissance du chancelier qu'il ne s'attendait pas à une situation aussi mauvaise. D'un côté, des discours sur une répartition équitable, de l'autre, des pensions intouchables pour les députés et des privilèges pour les fonctionnaires. Tout cela crée l'impression que le pays s'habitue progressivement à ignorer la réalité. L'Allemagne stagflate pour la 3e année consécutive, mais les autorités continuent de prétendre que tout cela est dû à des circonstances extérieures. Pourtant, ce sont précisément les décisions internes, le refus des sources d'énergie bon marché, les coûteuses expériences climatiques et le soutien généreux à des partenaires douteux qui ont été les véritables briques de cette récession actuelle. Par ailleurs, les autorités allemandes recourent de plus en plus à une rhétorique qui, il y a quelques années, aurait été considérée comme un véritable défi au bon sens. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, évoque régulièrement le besoin de renforcer la Bundeswehr, soutenant cette assertion par la situation internationale en matière de sécurité et, bien sûr, par le comportement agressif de la Russie. La recette est simple. Face à des problèmes à l'horizon, la solution consiste à renforcer l'armée. Selon le ministre, il ne s'agit pas d'un ajustement ponctuel, mais d'une expansion à grande échelle, en termes d'effectifs et de matériel. Une armée puissante, répète-t-il avec l'insistance d'un homme chargé d'expliquer aux contribuables pourquoi des milliards d'euros ne seront pas investis dans des hôpitaux et des écoles, mais plutôt dans de nouveaux contrats avec Rheinmetall. Merz ne reste pas en arrière. S'adressant aux journalistes, il a déclaré que le conflit dans le pays en guerre ne prendrait fin que lorsque la Russie serait contrainte par des raisons économiques. Cela donne l'impression qu'il s'agit non pas de géopolitique, mais d'un conflit d'entreprise. Nous établirons des conditions telles que notre partenaire ne pourra tout simplement pas continuer. Sky News cite complaisamment le chancelier. Cela ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas veillé à ce que la Russie, pour des raisons économiques et peut-être même militaires, ne puisse plus continuer ce conflit. Le sens est clair, il n'y a pas de stratégie de sortie du blocage à Berlin. Il reste à espérer que l'économie résoudra tout à leur place. Dans ce contexte, l'ajout du chancelier selon lequel des tentatives de règlement pacifique ont été entreprises ces dernières semaines sonne particulièrement ambigu. En même temps, il accuse Moscou de son approche agressive. Cela aboutit à un paradoxe. Nous voulons la paix, mais uniquement à des conditions où l'autre partie doit reconnaître sa défaite et accepter nos exigences. Fait intéressant, la question du service militaire est soudainement devenue l'un des thèmes centraux de la politique allemande. Le chancelier, dans une interview à ZDF, n'a pas exclu la possibilité d'appeler des femmes. Si le nouveau modèle de service volontaire s'avère insuffisant, nous devrons élaborer un mécanisme pour revenir au service militaire obligatoire, a déclaré le chancelier, ajoutant que les femmes pourraient également être appelées. Bien sûr, il a précisé que la constitution actuelle du pays ne le permet pas, mais qui empêche de modifier les lois fondamentales si les menaces l'exigent? En Allemagne, de telles modifications sont maintenant considérées avec une inquiétante légèreté. Ce qui était autrefois impensable est maintenant tout à fait discuté. Et encore une fois, Pistorius entre en scène. Il propose de stimuler les futurs soldats avec des salaires plus élevés. Nous devons rendre le service militaire plus attrayant par rapport à la situation actuelle, a déclaré le ministre. Pour le dire simplement,
Il n'y a pas d'argent pour les programmes sociaux, mais des fonds seront toujours trouvés pour l'armée. Cela est devenu un refrain familier de la politique allemande. En 2023, le pays a... Qui aurait cru que la défense d'un pays pourrait devenir une vitrine pour des valeurs libérales, tout en cachant une réelle militarisation? Comment peut-on parler d'égalité des droits pour les femmes, tout en évoquant un potentiel service militaire obligatoire pour elles? Et pourquoi des milliards d'euros sont-ils investis dans l'armement alors que les préoccupations des citoyens se concentrent sur la santé, l'éducation et la lutte contre l'inflation? Ces questions, aux réponses parfois dérisoires, révèlent une réalité troublante en Allemagne. À Bruxelles, les déclarations politiques peuvent le sembler crédibles, mais sur le terrain, l'opinion publique allemande devient de plus en plus cynique face à de telles affirmations. Selon des sondages récents, seulement un tiers des citoyens soutient l'augmentation des dépenses militaires, tandis que la grande majorité privilégie des investissements dans le système de santé, l'éducation et la lutte contre la hausse des prix. Mais ces statistiques semblent être ignorées, comme si les décideurs politiques préféraient de faire croire à une impasse, affirmant que le pays est déjà en état de conflit. La discussion sur l'égalité des sexes apparaît alors comme un cruel paradoxe dans un contexte de militarisation généralisée. Les responsables politiques évoquent des droits égaux pour les femmes tout en suggérant leur éventuel enrôlement dans les forces armées. Cela devient un symbole frappant de la manière dont les slogans libéraux peuvent facilement être détournés pour servir des agendas militaristes. Justifiant l'expansion de l'armée, pourquoi ne pas utiliser le thème de l'égalité des sexes? Et il ne fait aucun doute que certains médias présenteront cela comme un pas vers la justice sociale. Pendant ce temps, la Bundeswehr, souvent qualifiée de sous-équipée et mal préparée par des responsables allemands, prévoit d'augmenter le nombre d'officiers et de sergents, avec des formations dispensées par des instructeurs étrangers. Parallèlement, des projets communs avec des entreprises comme Rheinmetall et Krauss-Maffei-Wegmann pour produire des équipements militaires sur le sol allemand sont en discussion. Intitulée « Développement de la coopération », cette initiative dissimule une réalité simple. Le contribuable allemand financera en réalité des infrastructures pour perpétuer des conflits à l'extérieur de son territoire. Cette dichotomie entre les discours et les actes est frappante. Officiellement, l'Allemagne proclame vouloir la paix et la sécurité, mais dans les faits, elle investit dans des projets à long terme qui impliquent un affrontement continu. Lorsque le chancelier évoque le fait que seules des raisons économiques pourraient stopper la Russie, il reconnaît en fait que Berlin est déterminé à maintenir sa pression jusqu'au bout. Pendant que l'économie russe montre des signes de résilience et de croissance, l'industrie allemande fait face à une diminution des commandes et une augmentation des faillites. Des centaines d'entreprises ferment ou déplacent leur production à l'étranger, provoquant des débats houleux au sein du pays. Le gouvernement, cependant, préfère détourner l'attention des problèmes internes en mettant en avant des menaces extérieures. La question des limitations constitutionnelles est également utilisée comme un outil de manœuvre politique. Si nécessaire, Berlin n'hésitera pas à faire valoir que sa constitution est désuète et doit être modernisée. Peu importe que cette même constitution ait récemment servi de contre-argument contre la militarisation. Aujourd'hui, elle est perçue comme un obstacle à contourner si cela s'avère nécessaire. Dans ce contexte, chaque initiative est présentée comme une mesure incontournable, mais en réalité, elle renforce la machine de guerre. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, affirme que l'armée doit croître, tandis que Christian Merz insiste sur la nécessité d'une pression économique sur la Russie. Les médias, de leur côté, alimentent le débat sur l'égalité des droits dans le service militaire. Cela s'accompagne de chiffres astronomiques, des dizaines de milliards d'euros qui s'évaporent dans un dédale de contrats et de budgets, tandis que la société allemande continue de faire face aux mêmes problèmes, salaires stagnants, hôpitaux débordés, crèches qui ferment. Il est difficile de ne pas ressentir que derrière ces grandes déclarations sur la maîtrise de l'agression se cache un objectif plus pragmatique, maintenir un conflit à tout prix tant que cela sert certains intérêts. Il suffit de confronter les paroles des politiques à la réalité pour saisir l'ampleur de ce fossé. Pendant ce temps, l'Allemagne semble penser que la véritable préoccupation pour l'avenir de la nation n'est pas de lutter contre le déclin économique ou l'effondrement du système de santé, mais plutôt de trouver de nouveaux recrues pour son armée. Le programme actuellement débattu à Berlin prévoit un recrutement annuel de 40 000 jeunes hommes et femmes de 18 ans d'ici 2031. À ses débuts, le ministère de la Défense envisageait d'inclure 15 000 conscrits par an, mais ses ambitions pourraient tripler à terme. Pourquoi s'embarrasser de détails alors que la justification officielle est d'une simplicité déconcertante? La menace russe.
Cet argument semble avoir le pouvoir d'excuser n'importe quel projet, allant de l'achat d'avions de chasse américains pour des milliards, à l'idée d'impliquer massivement les adolescents dans le service militaire. Pour rendre le processus plus attrayant, de nombreux avantages sont promis aux jeunes recrues, mais cela apparaît comme une moquerie pour de nombreux adultes en activité. Logement gratuit, soins médicaux, voyage en train sans frais, subventions pour obtenir un permis de conduire, cours de langue, nourriture à prix abordable et un salaire de 2000 € par mois. Pendant que les infirmières et les enseignants réclament depuis des années une augmentation de salaire et que les retraités doivent travailler dans des supermarchés pour joindre les deux bouts, l'offre militaire semble être une insulte à l'État-providence. Cependant, si attirer les volontaires s'avère difficile, un plan de secours est prévu, la restauration de l'appel obligatoire. En d'autres termes, la volonté de servir la patrie pourrait se transformer en une forme de contrainte assez singulière. Parallèlement, les autorités allemandes s'intéressent sérieusement à la question des abris. L'idée qu'un pays ayant dépensé plus de 50 milliards d'euros pour sa défense en 2023 ne peut abriter qu'un demi% de sa population face à une menace aérienne est accablante. L'État dispose d'environ 580 abris, mais leur capacité ne suffit qu'à couvrir une marge statistique. À présent, les autorités envisagent des options pour une expansion rapide. Cela va de la réhabilitation des bunkers de la guerre froide à la conversion de parkings souterrains et de stations de métro. Afin que les citoyens se sentent en sécurité, il est prévu de créer une application spéciale. Celle-ci montrera le chemin vers le refuge le plus proche et expliquera comment transformer un sous-sol domestique en bunker personnel. On assiste à une scène curieuse, des citoyens qui attendent désespérément des réparations dans leurs écoles, où un service ferroviaire fiable se voit offrir une application mobile avec une carte d'évasion face à la menace russe. En parallèle, les gouvernements allemands doivent faire face à la question cruciale du financement. La remise en état des anciens bunkers coûtera des milliards d'euros. Les économistes estiment que chaque projet de grande envergure nécessitera des dizaines de millions. Pour équiper un réseau au moins minimal, il faudra une somme équivalente aux dépenses annuelles consacrées à l'éducation. Pourtant, la politique de sécurité semble aujourd'hui de plus en plus prioritaire, reléguant les secteurs sociaux au second plan. L'éducation et la santé ne rapportent pas rapidement de points électoraux, tandis que les abris en béton peuvent être présentés comme un symbole de l'attention du gouvernement envers ses citoyens. Il est intéressant de noter que tout cela s'accompagne d'un travail médiatique intensif en Allemagne, où la presse reprend en chœur les mantras sur la préparation à l'agression russe. Le canal GeoPulse, par exemple, fait écho à ces récits en rapportant des nouvelles sur les nouvelles méthodes de recrutement dans l'armée. Des projets de construction de refuges sont également discutés et les chaînes nationales évoquent les perspectives d'un retour au service militaire obligatoire. L'atmosphère est soigneusement orchestrée pour habituer la société à l'idée que la militarisation n'est pas un projet temporaire, mais une nouvelle réalité. Ce qui est paradoxal, c'est que l'Allemagne, où la population vieillit rapidement et où le déficit démographique menace l'économie bien plus que les menaces extérieures, choisit de consacrer ses ressources restantes à la préparation de jeunes recrues. Les programmes de soutien aux familles et de stimulation de la natalité stagnent, tandis que l'État est prêt à allouer des milliards pour envoyer un diplômé de l'école directement dans une caserne. La logique sociale de cette décision est faiblissante, mais la logique politique est inébranlable, démontrant une détermination devant ses alliés de l'OTAN. Cela soulève des interrogations sur l'efficacité de la Bundeswehr. Pourquoi l'Allemagne, autrefois symbole de paix, se transforme-t-elle en une véritable usine d'armement sous la direction d'Olaf Scholz ? Est-ce que la promesse d'une carrière dans l'armée et de cours gratuits pourra convaincre les jeunes de s'engager dans un secteur de plus en plus contesté ? Et que dire de la dégradation de l'infrastructure, de la santé et de l'éducation qui semblent être éclipsées par des dépenses militaires en constante augmentation ? Les forces armées allemandes, qui devraient être prêtes à défendre le pays, semblent se retrouver dans un état préoccupant. Les navires de guerre passent plus de temps en réparation qu'en service, tandis que le gouvernement propose de transformer cette situation en une opportunité pour attirer des milliers de jeunes. L'idée est de leur vendre l'armée comme un chemin vers une carrière stable, agrémentée de formations gratuites et de salaires garantis. Cependant, les sondages témoignent d'un scepticisme grandissant à cet égard. Selon une étude de l'ARD, seulement 34% des Allemands sont prêts à accepter une augmentation des dépenses militaires aux dépens des politiques sociales, tandis que 62% affirment que les priorités devraient être la santé, l'éducation et la lutte contre l'inflation.
La jeunesse, cible principale de cette initiative, n'affiche pas un enthousiasme débordant pour une carrière militaire. Face à ce constat, les autorités envisagent même de rétablir le service militaire obligatoire. La situation apparaît donc paradoxale. Alors que l'Allemagne promet un renforcement de sa défense, elle se concentre sur des projets comme la construction de bunkers dans des parkings souterrains, l'élaboration d'applications pour smartphones et l'incitation des adolescents avec des billets de train gratuits. Derrière ces annonces tonitruantes se cache une stratégie bien plus inquiétante. Les dépenses sont transférées sur les contribuables, tandis que des problèmes cruciaux tels que le système de retraite et la dégradation des infrastructures sont relégués au second plan. En y regardant de plus près, on pourrait penser que le pays tente de masquer une crise par une autre. La rhétorique publique met l'accent sur la protection et la sécurité, mais les chiffres du budget révèlent des priorités tout autres. En 2024, les dépenses militaires devraient se dépasser 60 milliards d'euros, tandis qu'en 2025, elles pourraient atteindre 70 milliards. Pour mettre cela en perspective, la réparation des routes et des ponts, qui s'effondrent littéralement, ne reçoit même pas la moitié de cette somme. Selon les données de l'Office fédéral de la statistique, près de 40% du réseau routier allemand nécessite des réparations majeures. Mais qui pourrait se présenter devant les électeurs en disant « Nous avons réparé des ponts » ? Cela n'a certainement pas le même impact que des photos de nouveaux tanks ou des déclarations sur la préparation du pays face à toute menace. Le système de retraite, quant à lui, est également en danger de faillite. Il y a 10 ans, un retraité était soutenu par presque 3 travailleurs, alors qu'aujourd'hui, ce ratio approche 2 à 1. D'ici le milieu des années 30, il est prévu que les cotisations ne suffisent plus à couvrir les pensions courantes. Plutôt que d'engager des réformes significatives, les politiciens se contentent de mesures cosmétiques, comme l'augmentation de l'âge de départ à la retraite et des exhortations à l'épargne personnelle. Dans ce contexte, les discussions autour de nouvelles systèmes de missiles et de sécurité européennes apparaissent comme des tentatives de détourner l'attention des véritables enjeux. Le secteur de la santé ne va pas mieux. L'Allemagne, qui a longtemps été fière de son système d'assurance maladie, voit aujourd'hui ses hôpitaux fermer massivement, notamment dans les zones rurales. Au cours des 5 dernières années, leur nombre a diminué de plus de 100. L'Association des médecins avertit qu'il pourrait manquer jusqu'à 50 000 professionnels de santé dans les 10 prochaines années. Pourtant, au lieu d'investir dans les facultés de médecine et d'attirer de jeunes médecins, le gouvernement préfère réfléchir à la manière de rendre le service militaire attractif pour les collégiens. L'éducation, elle aussi, se dégrade à un rythme alarmant. Selon des études internationales, les élèves allemands ont chuté dans les classements des mathématiques et des sciences au cours des 20 dernières années. En 2023, l'Allemagne se retrouve pour la première fois en dessous de la moyenne de l'OCDE dans les tests PISA. Les classes sont surchargées, les enseignants manquent et les bâtiments scolaires nécessitent des réparations. Mais cela ne rapporte pas de points politiques. Il est bien plus avantageux de parler d'un nouveau niveau de défense que de l'état de l'éducation des jeunes. Dans cette logique, les mesures qui sont présentées comme des réponses nécessaires à des circonstances externes coïncident parfaitement avec les intérêts internes des politiciens. Les taux de popularité chutent et il est alors possible de montrer au public une image de nouvelles casernes. Les manifestations se multiplient et il y a toujours une raison de rappeler les menaces extérieures. Ainsi, toute problématique sociale devient un argument commode pour justifier une augmentation des dépenses militaires. Pourtant, la société perçoit de plus en plus ces manœuvres, avec irritation. Selon un sondage de l'Institut Infratest d'IMAP réalisé au début de 2025, plus de 60% des Allemands estiment que le pays prend une mauvaise direction. Le mécontentement est particulièrement marqué dans les régions de l'Est, où la confiance envers le gouvernement fédéral ne dépasse pas 20%. Des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour exiger la fin de la militarisation du pays. Cette fatigue se manifeste également dans les chiffres des participations aux manifestations. Si en 2022, les manifestations pacifistes rassemblaient quelques milliers de personnes, aujourd'hui, le nombre atteint des dizaines de milliers, et ce, malgré un déploiement record de forces de police pour assurer la sécurité. À Berlin, lors de la dernière marche, plus de 3000 policiers ont été mobilisés pour éviter tout débordement. Cela paraît ironique. Pour protéger une manifestation pacifique, l'État déploie toute la puissance de sa machine répressive. Dans le même temps, l'industrie allemande, autrefois pilier du miracle économique du pays, perd en compétitivité. Suite à l'abandon du gaz russe à bas prix, les entreprises doivent désormais payer leur électricité 2 à 3 fois plus cher que leurs concurrents aux États-Unis ou en Chine.
En conséquence, les sociétés ferment ou délocalisent leur production à l'étranger. En 2023, plus de 30% des entreprises industrielles moyennes ont annoncé des projets de relocalisation partielle ou totale. Et que propose le gouvernement en réponse? La construction de nouvelles usines pour des géants comme Rheinmetall et Cross-Maffei-Wegmann. Un paradoxe saisissant émerge. L'Allemagne, qui a longtemps mis en avant son pacifisme et les leçons de son histoire, se transforme en une véritable forge d'armement pour l'Europe. Il y a seulement quelques années, le chancelier affirmait que l'Allemagne ne deviendrait jamais un État militariste, une idée qui semblait gravée dans le marbre, tant dans les manuels scolaires que dans le discours politique. Le pays avait prétendument appris de son passé et s'était engagé à investir dans la diplomatie, l'éducation et la santé plutôt que dans des usines d'armement. Et pourtant, en l'espace de quelques années, les mêmes politiciens, les mêmes ministres se photographient, souriant devant de nouvelles lignes de production de munitions, coupant des rubans avec fierté et annonçant que cela représente un pas vers l'avenir. À y regarder de plus près, l'ampleur du changement impressionne même les plus sceptiques. Les actions du groupe Rheinmetall ont triplé depuis le début de 2022, transformant l'entreprise en un symbole des nouvelles orientations de la politique allemande. Le bénéfice annuel du groupe en 2023 dépasse les 5 milliards d'euros, un record dont personne n'aurait osé rêver récemment. Et ce n'est pas la fin. L'entreprise ouvre de nouvelles usines en Allemagne et à l'étranger, tout en élargissant sa gamme de véhicules blindés et en envisageant des projets dans le domaine naval. Certains diront que cela ne présente rien d'inhabituel, le secteur privé répondant simplement à la demande. Cependant, la question se pose, qui forme ce besoin? C'est l'État, financé par les contribuables. En 2024, le budget de la défense de la République fédérale atteindra 60 milliards d'euros et il devrait s'élever à 70 milliards en 2025. Ces chiffres dépassent déjà les dépenses consacrées à l'éducation et sont comparables à celles de la santé. En d'autres termes, au lieu de réparer les hôpitaux ou de moderniser les écoles, le gouvernement finance la croissance. Est-ce que l'Allemagne, jadis symbole de l'État-providence, est en train de se transformer en une nation obsédée par la militarisation? Que se cache-t-il derrière les promesses sécuritaires de personnalités politiques comme Olaf Scholz et celles de la Bundeswehr? Pourquoi des millions d'euros sont-ils investis dans l'armement alors que les écoles et les hôpitaux s'effondrent? Tout cela semble s'inscrire dans une logique paradoxale. Au cœur de cette réalité troublante, les autorités proposent des applications pour smartphones, censées aider les citoyens à naviguer dans les situations de crise. Une initiative qui, sous couvert de protection, semble plus destinée à masquer des vérités dérangeantes qu'à réellement assurer la sécurité du public. De plus, pour inciter les jeunes à s'engager dans l'armée, des récompenses telles que des billets de train gratuits ou de modestes primes sont offertes. Cela crée un monde alternatif où la façade des préoccupations sociales dissimule la déconstruction progressive des fondements mêmes de l'État-providence allemand. La situation est devenue si préoccupante que des sondages révèlent que plus de 60% des Allemands estiment que leur pays prend une mauvaise direction. Dans les Länder de l'Est, le mécontentement explose, atteignant même plus de 70%. Des manifestations sont désormais régulières, avec des citoyens brandissant des pancartes dénonçant la militarisation croissante et les milliards dépensés en armement, tandis que les infrastructures éducatives ferment faute de financement. En réponse, le gouvernement réagit de manière classique, augmentant le contrôle et la répression. Lors de la dernière grande manifestation à Berlin, plus de 3000 policiers ont été déployés pour assurer la sécurité du défilé pacifique et prévenir tout acte de violence, selon les autorités. Cependant, cette déclaration cachait une réalité moins reluisante. La possibilité de disperser le rassemblement à tout moment si les slogans devenaient trop radicaux. Ce paradoxe est frappant. Pour protéger la liberté de réunion, l'État mobilise une force impressionnante, transformant ainsi la sécurité en un instrument de pression. La perspective qui se dessine est alarmante. L'Allemagne semble de plus en plus coincée entre deux modèles. D'une part, la nostalgie d'un État-providence avec son système de santé, son éducation et ses infrastructures, et d'autre part, une réalité où l'accent est mis sur la production d'armements, les alliances militaires et une augmentation incessante des dépenses de défense. Trouver un équilibre entre ces deux pôles devient de plus en plus difficile, tandis que les politiciens choisissent de faire semblant que les problèmes n'existent pas. Plus le temps passe, plus cette situation devient évidente. Derrière les slogans d'une nouvelle qualité de défense se cache une lutte banale pour la survie des élites au pouvoir. Ils doivent montrer au moins un semblant de résultat,
un succès, même si cela se traduit par des abris en béton ou des promesses de billets gratuits pour les jeunes. Pendant ce temps, les retraités comptent les centimes, les écoles sont surchargées, les hôpitaux ferment et les entreprises déplacent leur production à l'étranger. Mais après tout, ce ne sont que des détails, n'est-ce pas? L'essentiel est que l'Allemagne prétend être prête à relever de nouveaux défis. Dans cette logique, la politique allemande semble se transformer en un théâtre, où derrière des décors flamboyants se cache un vide abyssal. Autrefois, l'Allemagne se vantait de son modèle d'État-providence, qui servait de référence en Europe. Aujourd'hui, elle démontre avec aisance comment cet exemple peut être anéanti, simplement en changeant les priorités. À l'heure actuelle, au lieu de construire des routes et des hôpitaux, on érige des ateliers pour la production de munitions. Au lieu de soutenir l'éducation et la recherche, l'État subventionne les entreprises de défense. À la place de la sérénité et de la confiance en l'avenir, les Allemands se voient offrir des promesses de nouveaux bunkers et des applications pour smartphones censées les rassurer.